Tout à l'heure, il y a une personne qui est passée par là, elle a vu réparateur, elle tremblait, elle me dit je sors d'un conflit pas possible aujourd'hui, un conflit professionnel, et elle me raconte une histoire qui avait l'air vraiment banale, quoi. Je pense que quelqu'un lui a dit un mot de travers, mais c'était vraiment pas méchant, quoi. Mais elle me dit, et elle tremblait encore, elle avait de l'écume dans la bouche, elle me dit, mais monsieur, cette femme m'a agressé, mais moi je veux survivre. Et je n'osais pas lui dire que c'était pas grave, parce que pour elle c'est un drame effroyable. Mais je pense que cette personne est fragile en général. Aujourd'hui, quelqu'un lui a dit un mot de travers, mais je pense que généralement, c'est une personne qui n'est pas très à l'aise dans les relations, et ça vient sans doute de sa famille. Donc le mal faire, ne pas faire les choses qu'on voudrait, générer de mauvais résultats, pas de prospérité, gaspillage, pollution, nuisance, échec professionnel. Et très souvent, en fait, les gens s'aperçoivent de leur échec dans la vie à cause du mal faire d'abord. Vous savez que par exemple, ce qui a amené la chute de Bernard Tapie après son ascension fulgurante, c'est d'abord en fait tous les scandales qui ont été liés à ses affaires. Finalement, il a été mis en échec là où il croyait réussir. Et finalement, lors de son procès, on s'est aperçu de beaucoup d'autres failles dans sa personnalité, sur lesquelles il n'avait jamais été très bavard. C'est la première fois en fait qu'il a été confronté à sa façon de se relier aux gens et aussi à l'image qu'il a de lui-même. Et je vous rappelle que le procureur de Montgolfier en fait avait vraiment touché le cœur de Bernard Tapie, il avait amené finalement un changement assez profond devant le prétoire. Et ensuite, il a fait, je pense, tout un chemin pour pas seulement revenir de ses mauvaises pratiques, mais aussi de beaucoup d'autres choses dans sa vie. Un autre exemple qui m'a beaucoup touché, c'est celui de Pierre Boton. C'est le gendre de Michel Noir. Lui aussi, c'était un type extrêmement brillant, une réussite fulgurante, quelqu'un qui était considéré comme un modèle sur le plan de l'entreprise et tout. Et finalement, en prison, il a fait une démarche assez profonde. Il a d'abord dit combien c'est terrible d'être en prison, on a envie de se suicider. Et ensuite, il a fait toute une démarche pour remettre en cause ses relations familiales, sa manière d'être, etc. Aujourd'hui, Pierre Boton est une autorité dans les milieux pénitentiaires. Il fait beaucoup de choses pour améliorer l'accueil dans les prisons. Il a essayé d'expliquer que beaucoup de gens, quand ils vont en prison, sont terrorisés par leur première journée. C'est un drame terrible. L'imam nous en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, il y a tout un travail pour que la prison soit plus humaine. Ce n'est pas la peine d'écraser les gens. Il faut vraiment les traiter avec dignité. Donc, Pierre Boton, il dit qu'il a parfaitement mérité sa peine, que c'était tout à fait justifié, mais que ce n'est pas une raison non plus pour humilier les détenus. Alors, selon les principes de l'unification, dans quel domaine on doit le plus réparer? Eh bien, je dirais que le mal-être, c'est surtout dans la relation verticale entre Dieu et l'homme et sa conscience. C'est tout ce qui en nous est illusion, mensonge, doute et duplicité. C'est ce que les religions en général appellent le péché au sens le plus profond. C'est même, avant même d'être une question de relation, c'est un malaise, alors certains vont dire existentiel, spirituel, le fait d'être séparé de Dieu, de ne pas être à l'aise dans la vie. Ensuite, il y a le aimer mal, c'est toutes les relations entre hommes et femmes. On s'aperçoit qu'à notre époque, qui est championne de la liberté sexuelle, il y a tellement de malaise entre les hommes et les femmes. Il y a tellement de difficultés relationnelles, tellement de jeunes aujourd'hui, de jeunes garçons considèrent les filles simplement comme des femelles, ou inversement. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui pensent que l'amour c'est simplement de séduire rapidement, et en fait c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre discours que celui de la télévision ou du cinéma. Ils n'ont jamais eu l'occasion de parler profondément de ces problèmes. Il y a des cours d'éducation sexuelle, mais il n'y a pas beaucoup de cours d'éducation affective. Pourtant, les jeunes, ils demandent ça. Ils sont très informés sur les problèmes sexuels, ils savent très bien comment mettre un préservatif, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils voudraient qu'on leur explique comment être justement plus qu'un mâle ou une femelle, comment se préparer à devenir un mari ou une femme. Et étant donné que les relations entre parents et enfants sont parfois assez pauvres, il n'y a pas tellement de dialogue, et mine de rien, on n'est pas tellement ouvert sur ces questions de sexualité dans les familles,
eh bien finalement il y a un manque dans ce domaine. Il y a beaucoup de divorces qui pourraient être évités si déjà il y avait toute une éducation dans l'enfance et dans l'adolescence, une préparation au mariage. Il y a aussi le mal-aimé, les relations fraternelles. Bien des fois, les conflits sont pour des histoires idiotes. En fait, il y a des gens qui aiment les relations conflictuelles, ils ne peuvent pas s'empêcher de se disputer. Et en même temps, ils disent qu'ils s'adorent. Ils ont des relations d'amour-haine, parfois très destructrices. Et là aussi, il y a tout un apprentissage des relations affectives. Là encore, le sport est une bonne école. Beaucoup de jeunes qui ont des habitudes très agressives, bon, eh bien, dans le sport, ils apprennent à exprimer ça autrement. Des sports de combat ou des sports d'équipe, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent très bien être très virils, très pugnaces, et en même temps avoir un esprit d'équipe. Et le mal faire, bon, il y a toute une éducation sur les relations entre l'homme et la création. Donc, le problème, je pense, c'est d'arriver à passer de l'amour vrai à l'amour faux. L'amour vrai, c'est un amour qui arrive à donner, puis à recevoir. L'amour faux, c'est un amour qui ne fonctionne que sur la forme du prendre, ou alors du prendre sur soi. Parce qu'il y a des gens qui donnent, mais qui ne veulent absolument pas recevoir. Ils pensent que c'est à eux de donner tout, ils se sentent comme des dieux tout-puissants, c'est eux qui organisent tout, ils prennent responsabilité de A à Z, et finalement ça écrase l'entourage. C'est une forme d'amour qui n'est pas vrai. L'amour vrai prend responsabilité, mais délègue aussi les responsabilités. L'amour faux les ignore, ou alors ne délègue aucune responsabilité. Il y a des gens qui ont une surcharge de travail, ils n'arrivent pas trop à déléguer. L'amour vrai suit les règles librement, l'amour faux évite les règles, ou alors ne les suit que par devoir. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui contestent les règles parce qu'ils ont l'impression que leurs aînés ne font pas ça par amour, librement, mais simplement parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est la tradition, il n'y a aucune explication. Et en fait, je pense que beaucoup de jeunes en particulier quittent la voie religieuse parce qu'ils ont l'impression que ce sont des règles autoritaires, arbitraires, ce sont des traditions tout à fait relatives, on ne leur explique pas pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon. Bon, etc., etc. Alors, l'Institut des pratiques restauratives dit que la fonction la plus décisive des pratiques restauratrices est de restaurer et construire des relations. C'est que les processus de restauration, tant formels qu'informels, poussent à l'expression des émotions, ils favorisent aussi les liens émotionnels. Je pense que dans toute pratique restauratrice, il y a une expérience à laquelle il faut arriver, et c'est souvent le plus difficile. C'est qu'il faut arriver à sortir de sa zone de confort, et en général, tous les réparateurs vous le diront, il y a un moment de crise. Au début, tout va bien, il y a de la bonne volonté, les gens s'y mettent, et il y a un passage très difficile dans les relations. Même si au départ on croyait s'entendre, par exemple dans un pays en conflit, les ethnies ont commencé à bien s'entendre, on va arriver à une zone très 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 critique. Dans toutes les situations de conflit, pratiquement c'est la même chose. Aussi les médiations pour les divorces. Et donc l'être humain atteint à ce moment-là ce que Karl Jaspers appelait une situation limite. Il est au-dessus de ses forces et il a l'impression qu'au-dessus, il va se renier, il va disparaître, il va perdre quelque chose. Et en fait, il faut arriver à montrer qu'au-delà, au contraire, tout le monde va y gagner. Et c'est ça souvent qui est le plus difficile, c'est d'arriver à voir au-delà de ce que l'on connaît. On sait par exemple qu'il y a des personnes qui, une fois sorties de prison, enfin, ils ont donné des gages de bonne conduite incroyables à leurs éducateurs. Tout le monde a dit, bah, cette personne, elle est réparée, elle est réhabilitée, quoi. Mais ces gens-là, une fois qu'ils sont en liberté, ne peuvent pas s'empêcher de retourner en prison. Finalement, ils ont un problème fondamental avec la liberté. Dans le film Les Évadés, avec Morgan Freeman et l'autre là, il y a ce vieux monsieur, en fait, quand il sort de prison, il est tellement déboussolé qu'il va se pendre. La liberté lui fait tellement peur, il est tellement angoissé après des années de prison, il a perdu tous ses repères, il n'est plus du tout en mesure de vivre comme un être libre.
Il y a des gens aussi qui, dans des conflits conjugaux, finalement, juste au moment où ça pourrait marcher, dès que l'éducateur ou le conseiller est parti, et de nouveau, c'est le crépage de chignon entre les époux, comme s'ils n'avaient pas trouvé un autre mode de relation. Alors, pour surmonter cette situation limite, nous avons un double vocabulaire. Nous parlons du fondement de foi, excusez-moi, c'est pas très bien écrit. D'abord, avoir la conscience d'être la figure centrale de ma vie, d'avoir mon destin en main. En fait, les gens ne peuvent pas réparer quoi que ce soit tant qu'on le fait pour eux. Et je pense que l'association, enfin cet institut des pratiques restauratrices a raison. Il faut faire les choses avec les gens et les amener à être conscients qu'ils sont figures centrales. Ils ne sont pas des pions, ils ont leur destin en main. Il faut des efforts continus, des résolutions, et il faut se donner un temps. On ne peut pas laisser indéfiniment le temps s'écouler, il faut fixer une certaine limite. Et ensuite, il faut établir un fondement de substance, il faut que la personne incarne ses convictions dans son comportement, et qu'elle puisse ensuite garder ses convictions dans ses rapports avec les autres. Je vais m'arrêter là, et si vous voulez bien, je voudrais laisser un peu de temps, spécialement à l'imam Sambou, qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir, pour que vous puissiez nous parler de votre expérience d'aumônier de prison. Voilà.